Vous êtes de retour sur le plateau d'Africa Newsroom pour la seconde partie de cette émission, un volet spécial réservé aux reportages inédits que nous proposent nos correspondants sur tout le continent africain. Nous en débattrons avec nos trois éditorialistes, Nadia Lamarckby, Lucien Pambou et Jemal Taleb. Voici le dossier du jour. Les habitants de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, se nourrissent en partie des denrées maraîchères de ce petit village de 400 habitants. Ce petit village se nomme Moka. Nous allons revenir sur l'histoire de Moka, mais aussi sur son économie à travers le reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Sur l'île volcanique de Bioko, la partie insulaire de la Guinée équatoriale, un petit village fait parler de lui. Peuplé de Boubi depuis plus de 2 siècles, le village de Moka, situé dans la vallée éponyme, sépare l'île de Bioko en deux. Autre atout de Moka, son fort potentiel touristique. Situé à 71 km de Malabo, ce petit village est devenu le grenier de la capitale équato-guinéenne. Son histoire commence véritablement avec l'arrivée des colons espagnols qui exploraient la vallée au XVIIIe siècle. Ce village est une concentration de peuples Bubi qui étaient disséminés ici et là dans la vallée de Moka. Cette concentration a commencé en 1928 lorsque Miguel Núñez de Prado était le gouverneur de la Guinée espagnole. Ce dernier donna l'ordre à ses tribus qui vivaient aux alentours de se concentrer en un seul lieu. Un regroupement qui s'est fait avec beaucoup de peine et d'indignation car les populations devaient laisser leurs terres, les reliques et les tombes de leurs ancêtres pour se retrouver en ces lieux. Cependant, les lieux n'étaient guère occupés. La dynastie Baritari y régnait depuis 1884. Sur le trône, le roi Mokata. Ce dernier roi donna son nom au village qui deviendra par la suite Moka. Situé à 1500 mètres d'altitude, le village Moka a vu ses habitudes changer avec l'arrivée des colons espagnols. Des conditions climatiques particulières, son sol à forte capacité de rétention d'eau en a fait le lieu privilégié de la culture maraîchère en Guinée équatoriale. À partir des années 35 et 40, on a commencé l'horticulture maraîchère. Les tomates, les choux sont des produits importés. Les boubis de Moka connaissent seulement la culture de l'igname et de taro typique du pays et l'aubergine autochtone bien de chez nous. La yakato, l'otirioson, comme on l'appelle. Actuellement, la culture de l'igname souffre d'une véritable baisse. Au village de Moka vivent aujourd'hui près de 400 habitants, cosmopolites majoritairement composés de maraîchers et de fonctionnaires envoyés par l'État comme enseignants et personnels de santé. Comme la plupart des villages du pays, les jeunes s'en vont vers les grandes villes comme Malabo et Bata pour y trouver de l'emploi. Roberto fait partie de ces jeunes qui n'ont pas quitté le village Moka. La raison, le jeune homme voue une admiration pour les sites qui environnent le village. Le lac Biao, ce cratère volcanique situé à 1800 mètres d'altitude, entre 500 et 800 mètres de diamètre. Le Pico Basilé, un ancien volcan qui culmine à 3000 mètres d'altitude et qui surplombe le village. Puis, une flore et une faune riches et uniques où une loi interdit la chasse. Tout ce potentiel, selon Roberto, mérite une véritable promotion pour changer complètement le visage de la région. Ici, le secteur du tourisme peut aider parce que le potentiel touristique est élevé à Moka. Je pense que c'est un secteur dans lequel on doit plus travailler. Ce secteur peut faire beaucoup pour les jeunes. Avec l'arrivée de plusieurs touristes, les jeunes auront de quoi faire. Ils auront des emplois durables, leur propre maison. Cela évitera l'exode des jeunes vers les grands centres urbains. Rendre Moka attrayant aux yeux des touristes et des gens en quête de dépaysement, le maire de la petite bourgade est de cet avis. Ces dernières années ont vu la transformation du village en municipalité. Des travaux de bitumage d'un bout à l'autre de la cité. De même, un hôtel a été construit pour se préparer à la venue de touristes dans ce village attrayant. Tout doit aller avec l'économie, tout se résout avec l'économie. Là où il y a une économie, il y a tout. Il y a des projets que nous devons matérialiser. Il y a déjà un hôtel qui est excellent, la lumière, ce qui est très important pour le développement de chaque ville. Il y a également l'église que nous avons rénovée et les centres éducatifs. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Moka a su garder la culture traditionnelle et populaire. L'agriculture est la principale source de revenus pour 70% de la population locale. Mais pour un développement plus accru de la localité, une stratégie de développement du secteur touristique doit être envisagée pour rattraper le retard économique et social constaté dans la région.
Nous avons pu voir de belles images, hein, des images surprenantes même. Lucien, vous allez nous dire tout d'abord ce que vous avez pensé de ce village. Mais écoutez, c'est un village qui a en fait ici une réputation historique que beaucoup de gens ne savent pas. Bon, moi-même, en préparant bien entendu cette année, je suis allé un peu regarder et je suis tombé sur des documents assez intéressants, dont un livre écrit par un économiste, sociologue, historien, M. Max Liniger-Goumaz. Donc chez l'Harmattan, qui a été publié en 1979. Que dit-il? Il dit en fait Moka, aujourd'hui on voit Moka comme un simple village, mais avant il y avait un roi qui s'appelait le roi Moka. Et ce roi Moka donc a su en effet, avant même l'arrivée des Anglais, donc parce qu'il y a d'abord eu la colonisation anglaise, donc puis la colonisation espagnole, avait en fait réussi à organiser administrativement et politiquement le village. Bon alors il y a l'anecdote, je ne sais pas si c'est l'anecdote, mais c'était les mœurs. Il avait effectivement 60 femmes, le roi. Il avait effectivement 60 femmes. Il avait une police. Il avait une police effectivement qui essayait de faire de l'ordre un peu partout. Et puis, il y a eu comme partout des luttes de pouvoir. Lui-même est mort, c'était son frère Malabo, d'où la capitale Malabo. Voilà. Son frère Malabo, effectivement, qui l'a remplacé. Alors, et puis, progressivement, ce que l'on peut retenir de Moka, c'est que Moka a permis, en fait, de mettre en place une organisation politique et sociale. Je le dis parce que trop souvent, on pense que l'histoire des pays africains commence avec l'arrivée des Européens, ce qui est complètement faux. Une organisation d'ailleurs qui a été brisée par qui a les été colons. Absolument, qui a été complètement brisée. Alors, ce village Moka est assez intéressant. Pourquoi? La question qui nous est posée aujourd'hui, qu'en pensez de Moka? Bon, on pense que ce village va être consacré effectivement au tourisme. Mais il faudrait un tourisme intelligent, un tourisme, je dirais, historique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire venir des touristes, mais à travers ce tourisme-là, montrer d'une certaine manière les œuvres, l'art, l'histoire, effectivement, c'est lui qui est une histoire absolument importante avec ces deux grandes îles que Fernando Po et Anobion. Alors Nadia, au-delà de la beauté des paysages qu'on a pu observer, qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce reportage concernant Je trouvais très intéressant le témoignage du jeune homme qui a choisi de rester dans le village. Et c'est vrai que c'est la question principale dans beaucoup de villages ruraux, c'est comment fixer... Roberto. Voilà. Comment fixer les gens dans le village, sachant que l'exode rural va souvent, comme on le pense, avec le développement, parce que les gens vont en ville pour retrouver du travail, alors qu'on voit bien qu'il y a un vrai potentiel dans les villages. Lui, il était guide touristique, mais il y a certainement beaucoup de choses à faire aussi en agro-business, enfin, sur des petites exploitations ou en transformation de produits agricoles. On voit bien qu'il y a beaucoup de ressources qui sont inexploitées et qui pourraient permettre justement d'éviter cet exode rural, parce que s'il va en ville, on se pose bien la question d'une part de ce qu'il va y trouver comme type d'emploi, mais aussi de la qualité de la vie. On ne peut pas laisser mourir un village, et Lucien l'a très bien dit, un village qui a une existence historique, qui est inscrit dans l'histoire du pays, juste parce qu'on n'arrive pas à fixer les gens dans le milieu. Effectivement, Nadia est revenue sur les perspectives d'avenir, de carrière même dans ces zones rurales qui posent problème, car effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui se rendent en ville et donc qui rentrent dans les chiffres de l'exode rural. Ce qui est un peu normal compte tenu donc de la taille du village, des difficultés d'opportunités économiques, mais à contrario, je pense que les personnes qui sont à la retraite doivent plutôt retourner dans ces villages-là. C'est un peu le phénomène que nous connaissons en Europe. Vous travaillez dans les grandes villes, vous vous reposez dans les villages qui sont très beaux. Moi, je pense que c'est... Il faudra toujours des jeunes aussi pour travailler un peu. Ou des moins jeunes, ça dépend, on vit encore vieux et donc on peut encore travailler. Cultiver la terre, quand même, il faut avoir beaucoup d'énergie. Et pour faire travailler des écoles, pour faire, il faut quand même des familles qui ont des enfants. Il faudrait qu'il y ait une activité économique pour cela. Et donc je pense que dans un village comme celui-ci, encore une fois, on revient au débat qu'on a hier sur ce beau village qui s'appelle Ganvier et qui est au Bénin, qui est absolument magnifique, on revient sur le même débat, c'est quel tourisme choisir. Moi je fais partie toujours de la vieille école qui considère que le tourisme, il faut l'ouvrir, et il faut donner aux possibilités aux opérateurs locaux d'attirer le touriste du mieux qu'ils peuvent, mais surtout de ce qui peut attirer le touriste. Et là, vous avez un beau village qui est à la fois un mélange des Alpes, des Pyrénées et de ma ville natale.
Donc c'est vraiment tout ça à la fois, pardon pour mes références très misérables, mais je ne non, connais que tout. ça. Donc j'ai vécu dans les Alpes quelques années, je trouve ça magnifique, ça me rappelle de beaux villages dans le sud des Alpes, et ça me rappelle... Il n'y a pas il n'y a pas la neige, mais en été, il n'y a pas de neige dans les Hautes-Alpes. Et donc, c'est très beau. Vous l'avez du côté des Pyrénées. Et puis, moi, je viens d'une ville de Mauritanie, dans le sud-est, et qui est perchée dans une montagne qui est une cuvette absolument splendide. Il n'y a pas autant de verdure, malheureusement, mais c'est tout aussi... Dites-nous au moins son nom. C'est tout aussi beau. Ça s'appelle Ayoun, El Atrouss, et c'est très, très beau. Et c'est une cuvette magnifique, avec un point d'eau très, très beau. Il n'y a pas beaucoup de verdure, mais il y a une montagne très, très belle. Vous y mettez la montagne, vous retrouvez exactement la même chose. Ça aurait pu être d'ailleurs une ville absolument touristique si ce n'était la difficulté de l'infrastructure. Il est à 800 km de Nouakchott et c'est assez compliqué. Mais enfin, c'est très beau et je pense que ce village-là est promis à un bel avenir. Merci encore, je pense, à Africa 24 de mettre le focus sur celui qu'on a vu hier, sur celui qu'on a vu aujourd'hui. Je pense que c'est un vrai patrimoine africain qu'on met en valeur et qui est très, très, très joli. Et vous verrez d'ailleurs d'autres reportages tout au long de cette semaine. Lucien, alors c'est vrai que la problématique d'accès au village revient souvent dans les débats. Vous avez parlé tout à l'heure de tourisme historique, mais il faudrait encore que la Guinée équatoriale en elle-même devienne réellement, véritablement une destination touristique. Tout à fait, Marie-Angèle. Et c'est là l'enjeu, en effet, de ce petit pays qu'on appelle le Koweït de l'Afrique. Bon, jusqu'à quand? Tant que le pétrole coule, c'est le Koweït de l'Afrique. Et peut-être qu'il faudrait profiter de cette manne pétrolière, ce que fait d'ailleurs le président Obiangema Bazogo, pour construire, moderniser le pays. Alors, il y a un vrai problème qui n'est pas toujours posé. C'est vrai que quand on écoute Nadia, qu'on écoute Jamal, effectivement, bon, c'est vrai, le débat qu'ils ont commencé ensemble, à savoir, bon, les jeunes doivent repartir, effectivement, ou les jeunes doivent, les personnes âgées, doivent repartir, les jeunes, effectivement, doivent y rester. Je crois qu'au-delà de ces questions qui sont absolument intéressantes, il y a tout le problème de l'organisation spatiale, en fait. Est-ce que c'est dans les priorités du gouvernement, premièrement? Est-ce qu'il y a une conception globale dans le développement économique du pays de la prise en compte d'un certain nombre de sites, de la vitalisation de ces sites, de la mise en place d'activités économiques et sociales? Car en effet, trop souvent, je pense que c'est plutôt par facilité de langage et de pratique intellectuelle. Quand nous regardons un village comme celui-ci, nous disons, bon, voilà ce qu'il y a à peu près à faire. Or, on sait très bien qu'il y a des difficultés qui sont absolument importantes, qui sont liées effectivement, bon, les difficultés qui sont liées, pas au climat, mais qui sont liées à la géographie, premièrement, qui sont liées aussi au fait que c'est peut-être pas dans les priorités du gouvernement, et qui sont liées aussi au fait qu'effectivement, il y a un gros problème. Le problème de la ville, l'attraction de la ville sur les populations. C'est vrai, Nadia, on ne peut pas refuser aux populations rurales, à moins d'être dans un régime, effectivement, de type communiste, leur imposer absolument de rester à la campagne. Il y a une attraction naturelle. Pas tout le monde, pas tous, mais ceux qui le souhaitent, au moins qu'ils puissent rester. Il y a les écoles, il y a le pôle de santé. Oui, mais pour ça, il faudrait alors, bien sûr, construire les écoles, construire les universités, créer des conditions, je dirais, urbaines à la campagne. Or ça, c'est bien l'enjeu. La ville à la campagne, mais oui, on bien sûr. On en est encore loin, et c'est bien là le véritable problème. Mais il faut que la campagne reste aussi verte. Oui, donc c'est des endroits où on cultive, c'est des endroits où on travaille la terre. Mais donc on ne peut raisonner effectivement qu'à la marge. Alors on raisonne à la marge, effectivement. Il faudrait qu'il y ait des incitations de la part du gouvernement pour dire, voilà, vous retournez à la campagne, mais en retournant à la campagne, vous avez un pécule, vous avez des hôpitaux, vous avez un système éducatif, ce qui n'est pas le cas. Alors, bien sûr. Là, ils ont de belles routes, goudronnées, éclairées. Belles routes. C'est déjà ça. Pour ceux, c'est déjà ça. Ceux qui sont à la ville pourront venir effectivement le week-end. Moi, dans mon village à Diosso, par exemple, il y a quasiment rien. À Diosso, à Pointe-Noire, au Congo. C'est quoi? Il est comme dans les années 1920-1930. Il y a une église, point. L'attraction des gens, effectivement, moi, je suis né à Pointe-Noire, mais en culotte courte, j'étais à Diosso, au bord du fleuve. C'est là que les premiers Européens sont arrivés. Moi, effectivement, je ne le connaissais pas, mais mes parents les ont connus. Ce qui fait que ma mère parle français, alors qu'elle est analphabète. Vous voyez, qu'elle ne sait pas lire. Il y a complètement. Mais il y a une route qui va, effectivement, de Pointe-Noire à Diosso. Il n'y a pas d'aménagement. Donc, je veux dire que le problème de l'aménagement, en fait, de l'arrière-pays est un problème hyper complexe. Et vous voyez que ces reportages nous permettent d'en savoir plus, d'ailleurs, sur nos éditorialistes, ces reportages sur les villages. Lucien parlait de tourisme. Quel type
de tourisme, puisqu'on essaie de développer le tourisme dans cette région, quel type de tourisme favoriser? On sait qu'il y a beaucoup d'expatriés, par exemple en Guinée équatoriale. Est-ce que c'est plutôt sur eux qu'il faut axer cette stratégie? Est-ce qu'il faut penser aux populations des villes locales, des Équato-Guinéens qui se trouvent à Malabo ou à Bata et qu'on inciterait à revenir dans la campagne? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, déjà, il y a quand même un critère majeur qui est la protection de l'environnement. Il faut que ça rentre en jeu dans les politiques de développement touristique. On doit prendre en compte le milieu, on doit regarder. Là, on voit bien que la nature est encore restée, on ne va pas dire à l'état sauvage, mais ils ont quand même réussi à garder cette verdure. On voit bien qu'il y a une part, justement, ce fameux lac qu'on avait vu. On sent bien quand même qu'il y a un potentiel naturel qui est très, très, très beau. Mais il y a une volonté politique aussi de préserver, parce qu'il faut savoir, on l'a vu, hein, que la chasse, par exemple, est interdite dans cette zone. Donc la faune et la flore sont protégées par les autorités. Exactement. Donc tout ça se réfléchit. Une politique, on peut cibler, et en général, dans les pays en développement, souvent, bon, là, en l'occurrence, la Guinée équatoriale est un pays en transition. On ne peut même plus le considérer vraiment comme un pays en développement. Mais dans les pays en développement, en tout cas, on pense souvent le tourisme comme un tourisme de masse. Et pour le coup, on construit des grands hôtels capables d'accueillir beaucoup de monde, et on bétonne les côtes, on bétonne partout, et on casse un peu ce qui fait la beauté et le charme du lieu. Là, en l'occurrence, on voit bien de toute façon que ça va être un peu compliqué de faire des hôtels immenses lorsqu'il y a 400 habitants, c'est ça? Donc là, bon, l'idée, c'est de conserver ce côté un peu typique, et donc, de fait, cibler une population qui serait plus attirée vers la nature et le côté typique du lieu que des personnes qui veulent aller skier ou faire je ne sais quoi. Donc, garder toujours en tête la préservation de la nature quand même. Là, j'ai mal, vous n'allez pas être totalement d'accord avec Nadia, me semble-t-il. D'accord sur rien, de toute manière. Non, le problème n'est pas là. On est en Guinée équatoriale, c'est un pays qui n'est pas très peuplé, et c'est des choix, je pense, que le gouvernement équato-guinéen doit faire. Mais au-delà de ça, vous ne pouvez pas, dans chaque petit village, avoir une université, une école de BTS, un hôpital qui forme donc des médecins. Ça n'est pas possible. Et donc, il va falloir des choix. D'ailleurs, ce n'est pas possible non plus dans les pays développés. Donc, il faut faire des choix. Et donc, vous avez après l'aménagement du territoire qui est important et comment protéger, préserver des endroits très beaux comme ce village magnifique. Il y a, quand vous sortez du Larzac français, un village magnifique qui s'appelle le Kellar. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a eu la chance de le visiter, qui est absolument splendide et qui n'a jamais d'eau pendant la période sèche. C'est l'un des villages où il manque toujours d'eau en France. Et pourtant, il est très visité par un tourisme sélectionné non pas par les gens, il est sélectionné par la nature elle-même. C'est-à-dire ne viennent dans ce village-là que les gens qui sont attirés par la nature. Celui qui veut une boîte de nuit et aller danser ne viendrait pas au Kellar. Je pense que c'est exactement la même chose dans le village de Moka. Et donc, il est normal que cet endroit-là soit préservé. Les jeunes vont partir parce qu'ils vont aller étudier, parce qu'ils vont aller chercher du travail. Les moins jeunes vont revenir pour des vacances ou pour faire autre chose. Le tout est que la beauté, la singularité, la spécificité de ce village magnifique soit préservée. Et j'ai l'impression, je ne le connais pas, mais quelque chose me dit que les Équato-Guinéens le font plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'on a vu de beaux paysages, on a vu de belles images concernant Moka, mais ce n'est pas une exception sur le continent africain. Dans d'autres pays, il y a des villages aussi beaux, voire plus, voire moins, qu'en sait-on. Mais comment inciter les touristes à venir, à se rendre dans cette destination-là en particulier? Marie-Angèle, l'Afrique est bénie par l'idieu, en fait, puisque nous avons des villages, nous avons des espaces touristiques qui chatoient l'œil d'une certaine manière. Et les concepts de développement durable, d'une certaine manière, sont nés de l'observation de ce qui se passait hors du modèle occidental, du monde occidental. Alors comment faire? Le problème, Djamel a plus ou moins esquissé, si vous voulez, politique éventuelle. Il faut mettre en place des politiques à la fois de préservation de la nature, bien entendu, et des politiques d'accompagnement qui permettent que, dans ces espaces-là, les individus y viennent, bien entendu, viennent y séjourner sans dégrader l'environnement. Le problème, c'est que nous, ici, autour de cette table, nous pouvons le dire parce que nous avons pris conscience de ces phénomènes-là. Mais, donc, ça suppose un problème d'éducation des populations, premièrement. Et deuxièmement, ça suppose aussi une évolution des mentalités, c'est-à-dire que cette prise de conscience de la part des populations
pas que rurale, mais aussi urbaine, pour la préservation commune, bien entendu, de ce type de territoire. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, globalement, en effet, la plupart des activités économiques se trouvent dans les villes. La plupart des emplois se trouvent dans les villes. La modernisation est là, absolument pressante et je veux dire, comme étouffante. Et donc, que font les populations? Mais les populations, c'est un phénomène normal. C'est un phénomène normal que d'aller en exode, d'aller vers les villes. L'un des enjeux de demain, c'est comment, effectivement, non pas faire revenir les gens à la campagne, mais comment faire de la campagne à la fois des espaces d'activité économique et aussi de préservation de la nature. J'ai mal, vous voulez réagir? L'une des forces des... Dommage que le plan n'existe plus. Et l'une des forces donc, des aménagements des territoires, c'est que vous prenez une carte, vous la posez et vous dessinez. Vous dessinez les grands centres de développement, les grands centres industriels autour desquels vous faites un cadre de vie, un cadre d'activité, une zone industrielle, et le reste, vous ne le maîtrisez pas. Et je pense que la force de l'un des villages comme Moka, c'est qu'en définitive, vous ne la maîtrisez pas. Moi, en Mauritanie, je dis toujours village, je pense que mes parents ne seront pas tellement contents parce qu'il est une vraie belle ville. Et donc la ville où je suis né est une ville magnifique. Et encore une fois, là, l'aménagement du territoire mauritanien a prévu d'y construire une université, une école. Et donc c'est devenu un centre qui attire tout le reste. Ça n'a pas dénaturé le village, mais la ville, bien au contraire. Ça lui a donné une activité économique plus importante, une croissance économique plus importante, et ça lui a donné une singularité sans qu'il ne perde son charme. Je pense que Moka est capable de conserver la beauté de ce site absolument exceptionnel. Encore une fois, je vous ai dit, il fait les trois choses à mes yeux, et il est possible d'y développer donc un tourisme. Je ne sais pas de quelle nature ça prendra, et une vie où les gens doivent être heureux dans cet endroit-là. Je pense qu'on ne peut pas ne pas être heureux dans cet endroit. Merci à vous. Nous allons à présent rappeler les principales informations qui ont marqué l'actualité africaine. Salva Kiir, le président du Sud-Soudan, appelle Riek Machar à déposer les armes après plusieurs victoires militaires sur son ancien vice-président qui revendique toujours le pouvoir. Au Sénégal, les élections locales auront lieu le 29 juin. Le décret fixant cette date a été adopté par le gouvernement. C'est dans cette logique que s'inscrit la révision exceptionnelle des listes électorales. Dans quelques instants, nous parlerons de solutions. Comment atténuer les effets du changement climatique sur le continent africain et d'attente d'une législation des hydrocarbures sur le continent. Restez avec nous.